Tunisia Bene House vous offre cette émission. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Accepteriez-vous d'héberger un inconnu en difficulté chez vous? C'est le sujet de la rue aux Punes de ce vendredi 18 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Pépé et son jeune frère sont déjà sur ce plateau. Masca Sadia aussi, bonsoir. Bonsoir. Ah oui. Il n'y a pas de commentaire. Achille Wusso. C'est une question de temps. Vous allez nous rejoindre bientôt. Bonsoir Achille Wusso. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Voilà, on commence avec le premier sujet, donc la rue aux Punes de Fauzia Sefo. Accepteriez-vous, Achille Wusso, d'héberger un inconnu en difficulté chez vous? En tout cas, ma réaction ne se fera pas attendre. Hein. C'est non. C'est non. C'est non d'abord parce que un inconnu, hein, c'est déjà assez de risques. En difficulté, de quelle sorte de difficulté veut-on parler? Est-ce que c'est quelqu'un qui débarque dans mon environnement hein, sans que je ne sache d'où il vient et de quoi il souffre comme difficulté? Si c'est un malade, c'est encore davantage grave parce que il peut mourir chez moi et ça devient des problèmes. D'ailleurs, je crois que la loi interdit donc d'héberger quelqu'un chez soi si on ne le connaît pas. Ou avant d'héberger quelqu'un chez soi, il faut aller donc vers les autorités compétentes, les autorités administratives pour l'amener à remplir les formalités. Tout au moins le délégué du quartier pour faire une déclaration qu'on a quelqu'un dans le quartier comme ça et de se croire que on a choisi donc de l'héberger chez soi parce que beaucoup de choses peuvent se passer hein, et compte tenu de cela, il est important donc de prendre les dispositions pour ne pas encourir la rigueur de la loi. Les vieux souvent prennent ce genre de risque parce que la sagesse oblige. C'est quoi vieux là? On les appelle au bolo. Les Agbalaba. Pour parler sérieusement, non. Oui. Ma réponse est catégorique, c'est non. C'est totalement non. Parce qu'un inconnu, ça suppose que c'est quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je trouve inconcevable que tu puisses l'accueillir chez toi, quelles que soient les difficultés par ailleurs que la personne rencontre. Bon, la solution, c'est vrai qu'il faut aider, mais la solution palliative que moi je peux trouver, si j'ai les moyens, je peux aller lui louer une chambre ou quelque chose en ville, le temps qu'il reste là et qu'il règle ses problèmes. Et la première nuit, par exemple, non, la première nuit. Le problème, c'est oui, la première nuit, oui. Il y a cette possibilité-là aussi. La première nuit, oui, d'accord. Mais la première nuit, peut-être c'est sur la cour que je vais le laisser dormir. Avec le risque que moi-même, je ne vais pas dormir là où je serai, parce que je serai en train de le surveiller. Non, parce que justement, la confiance n'existe plus dans ce monde. Il faut faire vraiment très, très, très attention à quelqu'un que tu ne connais pas et à qui tu veux même faire du bien. Je crois qu'il faut être vraiment très, très, très méfiant. Parce qu'il ne sait pas qui l'a envoyé, ce qu'il a envoyé. Il peut mourir aussi la nuit. Hein. Voilà les conséquences. Donc, la première nuit même, c'est la première nuit même qu'il faut déjà lui trouver une opportunité ailleurs. Pour pouvoir véritablement dormir en paix. D'abord, vous savez, les femmes n'aiment pas souvent qu'un intrus vienne dans leur intimité familiale. A priori, bon, les hommes aussi n'aiment pas trop que quelqu'un d'étranger vienne dans leur intimité, à plus forte raison que quelqu'un que tu ne connais pas du tout, tu peux juste le temps qu'ils prennent un repas, qu'ils se mettent peut-être un peu à l'aise, le laisser là, mais après lui chercher une solution. Je crois que c'est non catégorique. C'est non catégorique. En tout cas, même ce repas-là, il faut se méfier à lui donner le repas. Parce que pendant qu'il est en train de manger, la police peut débarquer chez vous. On ne sait jamais parce qu'on a dit qu'il est en difficulté. On ne sait pas de quelle difficulté il s'agit. Et donc, je crois que même si c'est demi-nuit là, il faut éviter ça. La première nuit peut être la nuit la plus longue. Parce que
ça peut être la nuit de tous les risques. D'accord? Donc, et par rapport à ça, je crois que si on est tenu de l'aider, c'est de le conduire vers les autorités compétentes pour que des dispositions soient prises pour lui donner l'hébergement. Il peut aller dormir au commissariat, il peut dormir chez le délégué, il peut dormir peut-être aussi dans un temple religieux. Hein, chez les Célestes, etc. Mais est-ce que les gens savent qu'ils peuvent passer la nuit au commissariat? Non, est-ce que les gens savent? Bon, oui, bien sûr. Si vous êtes en difficulté, vous êtes à la maison et peut-être vous pensez que vous n'êtes pas en sécurité cette soirée, vous pouvez vous rendre, l'intéressé peut se rendre quand même au commissariat. S'il dispose donc des pièces. Ah oui. Vous pensez que les policiers seront d'accord que vous leur fassiez cette publicité? C'est mieux qu'il aille mais ça existe quand même. Bien sûr, ça existe, normalement ça existe. Voilà. Sacré Mas Gassoua Diamansi. Allez les gars, c'est catégorique. Non, c'est non. Non, c'est non. Non, c'est non, tout simplement. Et voilà, merci beaucoup les gars. Nous allons continuer avec Mas Gassoua Diamansi. Le deuxième sujet, on parle politique. Jack Kayadji a relancé la rédaction de Guérit TV Monde ce matin même, en ce qui concerne le débat contradictoire. Aussitôt, on a pris contact avec, une fois encore, avec l'un des responsables du parti Les Démocrates. C'est une question de timing chez les démocrates. Bon, c'est vous qui avez souvent pris l'habitude de commencer par présenter la situation de cette manière-là. Bon, timing, d'accord. Ça devient pratiquement un feuilleton. On peut titrer Jack Kayadji cherche désespérément contradicteur. Puisqu'il a exprimé à plusieurs reprises sa volonté, n'est-ce pas, de pouvoir faire ce débat contradictoire, de pouvoir expliquer un certain nombre de choses aux populations. Et moi, j'avais déjà dit ici la dernière fois que ce débat-là n'est pas forcément un débat de mouvanciers ou d'opposants. D'ailleurs, je crois que les questions politiques doivent être plus ou moins évacuées. C'est des questions techniques qu'il doit s'agir pour éclairer l'opinion par rapport à un certain nombre de choses. Et moi, je suis un peu désolé que de l'autre côté, les gens ne veuillent pas saisir cette perche-là. Je l'ai aussi dit la dernière fois, tout le temps, et on parle de monologue, on dit les gens ne veulent pas de débat contradictoire, on veut des débats à sens unique, c'est les mêmes qui viennent dire des choses, on nous empêche de faire débat contradictoire. Par ailleurs, entre-temps, on faisait beaucoup de débats. Aujourd'hui, voilà que quelqu'un vous offre un plateau et dit, moi je suis prêt. Et le plateau est là, et vous refusez de saisir cette perche-là. Bon, moi, souvent, j'apparais... Quand vous analysez la situation comme ça, Gassoua, moi, je suis pas totalement d'accord avec vous. Oui, mais je tiens à préciser, si vous le permettez. Oui. En un premier temps, c'était un responsable du parti Les Démocrates qui a suscité ce débat contradictoire. Et Kayadji n'était pas prêt. Bon, où il a eu à poser de conditions. Oui, et par la suite, Kayadji est revenu. Ouais, donc, on ne peut pas accuser ces responsables-là aujourd'hui. Souvent chez nous, oui. Jeter la corde au mouton ou emmener le mouton dans la corde, c'est l'essentiel que le mouton soit attaché. Mais là, vous demandez un débat contradictoire. Et je suppose que vous aviez un objectif derrière. Dans un premier temps, vous n'avez pas de répondant. Je suppose qu'il y a eu, comme l'autre a réclamé, des préalables. Mais ça vous tient à cœur, oui ou non? Voilà que le monsieur revient sur sa décision. C'est une perche qu'il faut saisir. Moi, parfois, j'apparais ici comme le défenseur des démocrates, parfois dans des débats, mais pour cette fois-ci, vraiment, je ne suis pas d'accord avec cette manière-là, cette curieuse manière de faire de l'opposition. Quand on vous offre une perche pour dire ce qui ne va pas, pour démonter, je crois qu'il faut, ou bien c'est, bon, je ne sais pas, je connais un peu sa qualité de débatteur, ou bien c'est le ministre Jack Kayadji qui fait peur. Non, pas du tout. Les démocrates sont suffisamment... Mon ami Guy Tokwe est assez outillé. Oui, voilà. Il y a beaucoup d'autres. Vous avez reçu la dernière fois et notre confrère Jean-Claude Kouabou ici. Il y a beaucoup d'autres au niveau des démocrates qui peuvent valablement faire le débat. Bon, peut-être que vous avez dit que c'est un problème. C'est un problème d'agenda. Bon, mais le moment viendra où, que ce soit sur un plateau ou pas sur un plateau, le débat se fera parce qu'on tend vers les élections et quand on tend vers les élections... Même si les débatteurs sont occupés, on a la possibilité aujourd'hui de leur donner la parole, même en ligne. Hein. Ils peuvent intervenir par téléphone. On a tout ce qu'il faut pour conduire cette émission. Moi, ma conclusion, c'est vrai, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça, c'est un refus de débat carrément de la part
des démocrates. Non, vous ne pouvez pas, le dire de cette manière. Le temps nous donnera peut-être raison, mais on a l'impression qu'ils ne veulent pas faire le débat. On ne connaît pas les raisons. Mais voilà que l'autre réitère, il dit, je suis prêt. Vous savez, chacun avait son agenda, Mas Gaspard Diaba. On ne peut pas, pour expliquer au peuple, il faut un agenda. L'agenda est politique ou quoi? C'est moi, je ne comprends pas. Ça là n'a pas besoin d'agenda. Vous avez attaqué la construction du siège de l'Assemblée nationale. Ils ont attaqué un certain nombre de choses sur des aspects. Et l'autre a dit non, sur des aspects techniques. Moi, je veux qu'il y ait la confrontation pour qu'on explique au peuple de quoi il est question. Et donc, moi, je pense que si les gens sont sûrs de leur fait, s'ils sont sûrs de leur argument, il n'y a pas de raison de ne pas faire le débat. À moins que les différentes sorties du ministre Ayadji, du ministre conseiller Ayadji, elles les aient convaincus définitivement qu'ils ne peuvent pas tenir face à un tel débat. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est une analyse que je suis en train de faire. Mais il y a aussi votre analyse que je prends en compte. C'est peut-être un timing que l'on ne maîtrise pas, qui viendra peut-être avec le temps. Oui. Bon, est-ce qu'on doit encore donner la parole à Achille Osso? on connaît sa position par rapport au parti Les Démocrates. Mais néanmoins, Achille Osso, voilà, c'est... On dit souvent que qui rira bien, c'est celui qui rira le dernier. Et je crois que aujourd'hui, vous avez fini par comprendre. Vous avez bien compris quoi? Que j'ai raison. Quelle raison? Je vous ai dit que ceux que vous appelez les démocrates là, ils n'ont rien. Ils n'ont rien à nous proposer. Je vous ai toujours dit ça, non? Vous parlez de timing. Timing par rapport à quoi? Par rapport à un débat? Non, ils n'ont pas de matière. Ils n'ont pas de matière. Sinon, comment? C'est vous qui attaquez. L'autre réplique et vous donne maintenant la possibilité de venir avec vos éléments de contradiction pour le mettre en difficulté. Et c'est lui qui relance. Moi, je suis gêné. Ça fait la 3e fois que nous revenons sur ce sujet-là. Que Jacques Ayadji, dans un premier temps, qui était empêché, qui était en France, qui avait posé des conditions. Je reviens sur cet aspect, donc, puisque vous avez relancé sur la question tout à l'heure. Il a posé des conditions au départ, mais il dit, qu'il lève encore ce verrou-là et qu'il est prêt à débattre avec qui que ce soit du parti. Vous voulez me dire que personne n'est disponible de l'honorable. Il ne peut pas imposer son agenda aux autres quand même. Hein? Il ne peut pas imposer son agenda aux autres. Il ne l'impose pas. Mais c'est un débat, c'est une question qui doit être débattue dans le temps pour que cela ait toujours son importance. Mais écoutez, s'ils ont fait des déclarations de cette envergure-là, je crois que désormais, il est de leur devoir, comme il est du devoir du ministre conseiller Jacques Ayadji, d'éclairer le peuple. Et je crois que le parti qui se réclame, le parti du peuple, c'est encore les démocrates. C'est de leur devoir de venir éclairer, c'est de leur devoir de tirer la langue aux membres du gouvernement, à tous ceux qui se positionnent comme défenseurs donc des réalisations ou bien de la gouvernance de Patrice Talon ou de la rupture, de venir donc nous donner des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Et donc, moi, je parle carrément de fuite en avant. C'est une fuite en avant. Sinon, ce que vous appelez timing, c'est sans contenu. Mais c'est suffisamment grave vos analyses. Il faut quoi là maintenant? On ne leur connaît pas d'activité là sur le terrain qui les occupe, qui les empêche d'aller faire un débat. Non, droit la différence, je suis d'accord, mais je suis comme ça, mais je prends votre analyse. Non, mais écoutez, ici, nous faisons des analyses. Ah oui. Ici, nous ne donnons pas des c'est pour ça que je respecte votre point de vue. Mais néanmoins, c'est quand même... C'est dangereux pour un parti qui va faire des déclarations, qu'on l'invite à venir dans un débat contradictoire avec ses pièces à conviction et qu'il déserte. Mais c'est une désertion. Ça, c'est une désertion. Disons, une communication politique ne peut pas être faite de cette façon-là. Et j'interpelle le responsable de la communication, donc de ce parti-là. C'est lui qui est responsable donc de ça. Si non, on va pas personnaliser, on ne personnalise pas le débat. Non, nous parlons de responsabilité au sein d'un parti. Nous ne parlons pas de l'homme,
Nous ne parlons pas de Guy Mitokwe intuitif personnel, nous parlons de sa responsabilité. Il est le responsable à la communication du parti et en tant que tel, c'est lui qui prend les initiatives. Tout à fait. Alors, donc, nous l'avons vu faire des déclarations par rapport qu'on appelle au coût des routes réalisées à Cotonou, la route des pêches, et la nouvelle double voie, Porte-Nouveau, Cotonou, tout ça là. Mais ça veut dire que avant donc d'aller parler, il avait déjà réuni des pièces à conviction, il avait déjà réuni des preuves. Et je crois qu'il ne devait pas avoir de difficultés pour revenir devant le peuple maintenant, pour débattre avec, qu'on appelle le contradicteur, celui qui se dit défenseur donc, des réalisations de Patrice Talon. Et ça, c'est dans l'intérêt du peuple. Ce n'est pas forcément dans l'intérêt du parti, mais c'est dans l'intérêt du peuple. Et c'est pourquoi je dis, c'est eux qui se réclament parti du peuple. Donc, ils ont le devoir. Oui, c'est un parti du peuple. De saisir la paix. C'est le parti le plus populaire aujourd'hui au Bénin. Vous le savez très bien, les démocrates. C'est le parti le plus populaire. Le plus populaire. Ah oui. En tout cas. Il a plus de représentants, d'élus que les autres. Vous comprenez un peu ce que je dis. Je vous reviens tout à l'heure. C'est à travers les élections qu'on connaît la force d'un parti politique. Mas Gaspard Diamansi, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, Achille Oussou exagère en quelque sorte. Non, bon. Vous savez, moi, je ne vais pas porter un jugement de valeur de façon... Je respecte son point de vue. De façon globale. Mais parfois, il faut respecter la position. Est connue, ça ne se cache pas. Donc, moi, je ne veux pas porter un jugement de valeur de façon globale sur le parti, les démocrates. C'est particulièrement sur la question de... On va faire débat, on ne fait pas de débat. Mais on est libre de faire un débat contradictoire. Oui, je suis d'accord avec. C'est une question de choix. Je suis d'accord avec. Non, bien sûr, on est libre. On peut refuser. Mais nous sommes dans un contexte où les débats sont rares, où on n'a pas de contradicteurs, surtout du côté de la mouvance présidentielle. C'est là où on accuse, on dit non, les gens ne veulent pas faire le débat, ils veulent aller seul parler à la télé, ils veulent aller faire des démonstrations, et chacun utilise son canal pour faire ses affirmations ou pour dire ce qu'il veut dire. Mais au moins, pour une fois qu'il y a une opportunité, qu'il y a un débat, parce qu'aujourd'hui, les gens parlent. Les gens te diront, non, les routes sont plus chères sous Talon que sous les autres régimes. Les gens te diront que les routes ne sont pas meilleures. Les gens te diront, non, que ça, c'est le financement de Yahya Boni qui est venu boucler un chantier sous Talon et que donc, c'est pas à lui. Et aujourd'hui, où il y a une opportunité pour que face à un ministre conseiller de ces questions-là, qu'on puisse faire le débat et éclairer véritablement l'opinion, argument contre argument, que les gens se défilent. Moi, je trouve ça gênant. C'est vrai que c'est leur droit. Mais moi, je ne dirais pas comme Achille que c'est une affaire de chargé de communication. Le chargé de communication, le pauvre, n'a pas le pouvoir de donner des instructions ou de donner des ordres. Je crois que c'est une question de sommet, de fonctionnement de tout le parti, les démocrates. C'est un refus, parce que si vous prenez notre ami Célestin Oussou, je ne suis pas sûr que celui-là qui aime vraiment débattre, qui aime aller sur les émissions, refuse un débat. Je ne suis pas non plus sûr que Guy Mitokwe refuse un débat contradictoire, connaissant sa qualité, un certain nombre de choses. Mais si vous avez bien suivi, elle a dit à un moment donné, quand elle a voulu répliquer, elle a dit attention, les gens n'aiment pas Guy Mitokwe parce qu'ils sont en train de l'induire en oreille, ils le font dire des choses qui ne sont pas vraies. Peut-être que ce qui se passe où on refuse le débat peut être une explication à cette situation. Peut-être qu'on a dit des choses en amont et que par la suite on s'est rendu compte que ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on peut aller défendre dans un débat. C'est pour ça. Je n'en sais rien. Mais Jacques Ayadi, le ministre conseiller Jacques Ayadi, même compte sur quoi pour réclamer si tu as un débat contradictoire. Cette question-là, c'est à lui que vous avez posé ça. Mais puisqu'on est là pour le défendre en quelque sorte. Non, bien sûr, c'est ce que je comprends. Vous savez, Ayadi par ici, on le savonne aussi. On le savonne lorsque, bon, le sujet permet donc de le savonner. Mais dans cette situation-là, dans ce cas-là, d'espèce, il a raison. Votre plateau, les gens refusent de venir sur votre plateau. Mais écoutez, c'est vous qui avez lancé le défi. C'est vous qui lancez le défi. Vous avez lancé le défi à Ayadi dans un entretien qui ne concernait même pas cette question-là. Vous lui lancez le défi que est-ce qu'il est prêt pour un débat contradictoire sur le plateau donc de Guéry. Et il pris au vif comme ça, il vous dit oui. Et il est arrivé encore ici. Au lieu de le relancer, c'est plutôt plutôt vous qui devez le relancer. Mais ici, c'est lui qui relance. Parce que quand Ayadi avait donné ses explications, après qu'on appelle les accusations des responsables du parti, les démocrates, mais bon,
on a été nombreux à dire, mais est-ce qu'il ne fait pas un peu trop? Mais est-ce qu'il n'est pas un vuvuzela donc du parti? Et donc Afin de vuvuzela là, ça amène un gine. Et donc, aujourd'hui, il dit qu'il veut faire un débat technique. Je crois que c'est comme je le disais dans la première partie de mon analyse, c'est de l'intérêt du peuple donc de comprendre comment les choses se font désormais grâce donc à cette provocation de l'opposition. Un technicien viendra nous expliquer comment les choses se font, surtout ces infrastructures-là, en termes donc de coûts, en termes de qualité et autres. Donc moi je pense que Gaspard accuse à tort le sommet du Parti Les Démocrates. Ici, il s'agit d'une question d'initiative. Ici, il s'agit d'une question de proposition. Moi, je pense. Non, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Mais que le responsable. Le bloc républicain, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que les gens se lèvent pour. Non, mais moi, je voudrais avoir un seul élément d'appréciation. Je voudrais avoir un seul élément d'appréciation. C'est qu'aujourd'hui, vous avez dit que vous appelez les responsables qu'on appelle du Parti Les Démocrates. Je suis sûr que le premier que vous allez appeler, c'est le responsable à la communication. Il remonte. Il est obligé de remonter. C'est pas parce qu'il est responsable à la communication. Au moins qu'il nous dise. C'est pas parce qu'il est responsable à la communication que d'office, quand on l'appelle pour un sujet, il doit donner son OK ou envoyer quelqu'un directement. Qu'il accepte de parler devant votre caméra et dans votre micro. Et qu'il dise par exemple que bon, ce qu'il met dans le timing, c'est qu'il a fait des propositions. Hein? Non, il n'est pas obligé. Non, c'est grave ce que vous dites. Conseil ministre, c'est à prendre tout son temps. Je n'ai pas envie de quitter le champ de modérateur sur ce plateau. Achille, s'il te plaît. Achille, je n'ai pas envie de quitter le champ. Vous êtes démocrate? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Aujourd'hui, il y a deux alternatives qui chauffent aux uns et aux autres. Soit les deux partis enterrent carrément l'initiative du débat, et on sait que le débat est fini. Ce serait grave. Non, bon, écoutez, mais c'est plausible comme merci. Et la seconde alternative, c'est que le ministre conseiller qui tient à son débat, quitte le champ des partis. Il faut forcément un opposant, mais qu'il cherche quelqu'un de pointu, un citoyen. Donc on peut proposer peut-être, on va échanger avec le ministre conseiller Diakayadi. Quelqu'un de critique qui n'est pas forcément des démocrates ou d'un parti d'opposition qui peut faire face. C'est lui-même qui va chercher son contrat. Non, on peut s'en occuper. La rédaction peut s'en occuper. Ça existe dans le pays. On va échanger. Donc le débat peut se faire ainsi pour éclairer, ou bien un panel de journalistes rompus à ces questions-là. Pourquoi pas? Pour le tirer les verres du nez. Pour le secouer quand même. Moi, j'avoue quand même que c'est courageux de la part du ministre conseiller Ayadi, dans un contexte où toute personne ne veut se mouiller, tout le monde, qu'il veuille vraiment et réclame à corps et à cri un débat avec l'opposition, et que ce soit l'opposition qui se défile. Bon, je ne suis pas... On ne peut pas me taxer d'être un grand admirateur de Jacques Ayadi, mais je lui donne 1-0 dans ce 1-0, c'est un match de football. C'est quoi cette histoire de 1-0? Vous connaissez son centre d'intérêt. Vous connaissez même son centre d'intérêt. Allez les gars, merci beaucoup. Nous allons continuer l'émission juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Retour sur ce plateau, Achille Osso, sortie médiatique de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Son fils Ganiou Soglo dénonce une instrumentalisation de son père. Non, mais je suis un peu gêné par rapport à cette déclaration de l'ancien ministre Ganiou Soglo, parce que je ne sais pas si il nous donne les moyens pour dire que le président
Nicéphore Soglo, désormais, est totalement fatigué, est si fatigué qu'il n'a plus le contrôle de ses sens, il n'a plus le contrôle donc de ses propos, de son raisonnement. Je ne sais pas si le ministre Galiou Soglo nous permet de dire que le président Soglo est désormais sénile. C'est extrêmement grave. Mais nous le voyons, quand nous le voyons dans ces sorties-là, dans ces visites de chantier parler, nous voyons quand même qu'il jouit encore de toutes ses facultés. Moi, je suis vraiment gêné. Quand j'ai lu le texte, vraiment, je ne sais pas à quoi accrocher ça. Une chose est d'être contre quelqu'un, mais l'autre chose est que lorsque on fait, en fait, votre ennemi, votre adversaire fait quelque chose de bien, il faut le lui reconnaître. Et je crois que c'est cette objectivité-là que le président Nicéphore Soglo apprend à la jeunesse politique de notre pays. Et c'est dommage que ce soit son fils qui vienne donc dire des choses comme ça sur lui. Non, mais moi, je ne sais pas. Il peut peut-être accuser les journalistes qui accompagnent son papa. Il peut peut-être leur refuser que le papa ne sorte plus, même si il leur demande donc de lui rendre ce service. Mais il ne peut pas écrire et publier dans l'opinion que son papa n'a plus ses facultés. C'est dangereux. C'est dangereux. Moi, vraiment, ça m'a vraiment gêné. Gaston aussi. Oui. Bon, en réalité, moi, je pense que dans cette situation, bon, ce qu'on peut, à la limite, ce qui est gênant, selon moi, c'est peut-être l'exploitation médiatique qu'on fait souvent des sorties de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, parce que ça communique beaucoup autour de ces sorties-là, parce que justement, il dit des choses qui plaisent au pouvoir. Mais je dirais aussi, c'est de bonne guerre. Nous sommes en politique, et en politique, tu as toujours envie de mettre en épingle, de montrer en bien tout ce que les gens disent de bien de toi. Et je crois que c'est ça que les gens exploitent rapidement. Évidemment, quand Soglo dit du mal, parce qu'il en dit aussi beaucoup, du président Talon ou de la gouvernance Talon, c'est comme ça que les opposants aussi amplifient dans le pays ce qu'il a dit. Mais moi, je suis un peu gêné par qu'on nous dise que le président Soglo est instrumentalisé. Ça suppose donc que c'est un majeur incapable. C'est quelqu'un qui, à son âge, n'a plus tous ses sens pour savoir véritablement ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas. Ce que moi je perçois souvent dans les sorties du président Soglo, c'est un peu d'admiration pour ce qui se fait dans le pays. Et souvent, il le compare à lui. Parce qu'il se dit que lui, il était un maçon qui était venu construire. Et que quand il a commencé, dès lors qu'on l'a arrêté, que ça ne se faisait plus. Et donc, quand il voit des infrastructures qui reflètent un peu ce qu'il pense comme développement, ce qu'il pense comme infrastructure, je crois qu'il admire et il le dit, non, qu'il aime ce que... Je crois qu'il parfois il dit mais, et il dit d'autres choses. Bon, heureusement pour la mouvance, c'est ça qu'ils mettent en avant. Bon, malheureusement pour l'opposition, ça les gêne. Mais n'oubliez pas que, avant de faire cette sortie-là, l'ancien ministre a dit qu'il veut ressusciter la renaissance du Bénin. Oui. Et donc, l'un mis dans l'autre, il est dans une posture d'opposant. Et quand le président Soglo fait ces genres de sorties, ça le gêne. Ça fragilise en quelque sorte. Et aussi son rêve de ressusciter le parti. Mais moi, la question que je vais poser pour finir, c'est ce qu'il accuse, ce que Galiou Soglo accuse d'instrumentaliser médiatiquement le président Soglo là, ont-ils plus de pouvoir que lui qui est le fils? En réalité, c'est pour ça qu'il veut prendre ses responsabilités aujourd'hui. Non, il devait les prendre et non venir raconter ce qu'il raconte. Parce que si son papa n'est pas en mesure de maîtriser tout ce qu'il dit, c'est le fils qui doit être le guide du père. Il a laissé son papa dans la main des gens alors que son papa n'a plus toutes ses facultés. Je crois que c'est dangereux de venir faire ces genres de déclarations. Finalement, j'ai envie de dire, mais entre les deux, qui est instrumentalisé, qui est... Bon. Nous allons continuer avec un autre sujet. Élection, Mas Gaspard Diamos, élection générale de 2026. Les choses se mettent méthodiquement en place. Les choses se précisent. La Cour dévoile le chronogramme électoral. Voilà, c'est ce que Pépé écrit chaque vendredi. En tout cas, je rappelle que c'est Mas Gaspard Diamos qui propose tous les sujets chaque vendredi. C'est le plus âgé, hein, voilà. Donc, la Cour dévoile le chronogramme. L'ANIP transmet les statistiques de la liste électorale ANACERA. Comme je le disais,
ça se précise. Non, c'est ça qui est bon dans ce que nous observons. Vous savez, on sent que les élections se préparent. On ne sera pas surpris parce que par ailleurs, c'est parfois à 6 mois qu'on vous dit il n'y a plus l'argent pour organiser les élections. Par ailleurs, c'est à 3 mois, on vous dit non, on n'a pas l'argent, il n'y a pas il n'y a pas ceci. Mais vous allez constater que chaque structure liée à l'organisation de ces élections-là travaille d'une certaine manière. Tantôt c'est la Sénat, tantôt c'est la Cour constitutionnelle, tantôt c'est la HAC et un certain nombre d'institutions. Et tantôt on vous dit, même la Sénat est allée la dernière fois à la GDIZ et réfléchit à comment est-ce qu'on peut commander une partie du matériel électoral au plan local et ne pas forcément faire des dépenses exorbitantes à l'extérieur. La Cour constitutionnelle qui sort un chronogramme, l'année qui remet également les aspects techniques de la liste à la Sénat, je crois que tout est en train d'être mis en place. Et je crois que si les choses se mettent en place de façon aussi méthodique, moi j'observe à chaque fois, quand cela se fait, je n'entends rien. Je n'entends pas de critique, je n'entends rien. Mais ça veut dire que pour le moment, tout se passe bien. Et pourvu que tout continue de se passer comme ça jusqu'à la fin des élections. Jusqu'à la fin des élections. Une élection véritablement paisible. Voilà. Achille Ocho. Non, mais comme Gaspard, je suis admiratif donc de ce qui se fait hein, par les structures ou les institutions impliquées dans l'organisation des prochaines élections. Je crois que pour avoir commencé tôt, pour avoir anticipé sur certaines choses, déjà, ça permet effectivement donc de mettre le peuple béninois en confiance que effectivement en 2026 nous aurons les différentes élections, surtout l'élection présidentielle. Et c'est autour de cette élection-là que donc il y a souvent la grande peur. Et donc, ce que nous avons vu les différentes structures faire la dernière fois, je crois que nous devons saluer et encourager donc toutes les autres institutions qui ont un rôle à jouer, qui ont quelque chose à faire donc dans la bonne organisation de ces élections-là. De prendre exemple donc sur la Cour constitutionnelle, la Sénat et la NIP pour que donc dans la dynamique de l'anticipation, le Bénin puisse offrir donc au monde entier une certaine maturité dans l'organisation des élections dans notre pays, ou une certaine maturité politique. Je crois que cela viendra donner plus de crédit encore à notre démocratie, malgré tout ce que, toutes les insuffisances que nous notons et que nous relevons souvent. Voilà. Un autre sujet, avant-dernier sujet, mesdames et messieurs, nous allons parler dans le domaine scolaire, voilà, dans le domaine éducatif. J'allais dire, résultats des examens de fin d'année au Bénin, 113,02% de taux de réussite au bac, 77,25% au BPC et 89,81% au CEP. Achille Ossou, des taux historiques et flatteurs? Des taux historiques, oui. Flatteur et bon, je porte des gants à ce niveau-là parce que nous avons un système éducatif qui depuis une dizaine d'années ne connaît plus de perturbations en matière donc de grève et nous avons un système éducatif qui a connu beaucoup de réformes et les enfants ont le crédit et le crédit horaire normalement qui se déroule, les programmes d'études sont terminés même un peu plus tôt, de façon que les responsables donc, des écoles organisent même des cours de renforcement des TD, des bachotages, et pour revenir sur les notions abordées déjà, enseignées déjà ou apprises en classe avec les enfants. Cela permet donc de renforcer leur capacité à réagir devant les épreuves. Et les résultats dépendent aussi de la qualité donc, des épreuves que ces enfants ont eu à ces différents examens. C'est vrai que cela coïncide avec la fin du mandat du président Patrice Talon et ça laisse peut-être penser que c'est des résultats politiques, mais je crois que si nous tenons à faire une comparaison, et nous voyons que, nous constaterons que depuis un certain nombre d'années, nous avons constaté... Ah donc, si vous le permettez, c'est à un autre président d'organiser les examens de 2026, c'est ça? C'est bien ça. Si les choses restaient en l'état, en fait, si, on appelle la loi était respectée. De façon pratique, sinon déjà, bon, c'est en mai,
il n'aura pas le temps d'organiser. Bon, oui, on sera dans la transition. Ah, mais là, 10 ans, là, ça passe vite, hein, et rapidement. Oui, c'est vrai. Et la composition même se passe à partir de juin. Donc, il ne sera plus dans son fauteuil de président pour s'il avait de décisions véritablement à prendre dans ces derniers moments-là donc de l'organisation des élections. Il n'y a pas qu'à se raconte de ces examens-là, il ne sera plus là. Et donc, je crois que c'est un défi que nous nous sommes lancés, que le Bénin s'est lancé. Il ne s'agira plus de descendre normalement. Il s'agira donc de faire mieux les années à venir. Et c'est ce défi-là qui reste la chose majeure maintenant que nous allons voir les années à venir. Les années à venir. Gaston Adjamansi, des résultats historiques et flatteurs. Oui, moi je trouve ça flatteur. C'est vrai que c'est historique parce que au moins 70% pour les 3 examens là, je crois que généralement je n'entends pas ces taux-là. Bon, on ne peut qu'être satisfait en tant que parent d'élèves ou de tout ce que vous savez. Mais moi, je n'en connais pas les raisons fondamentales. C'est vrai, il y a stabilité, Achille en parle. Il y a stabilité depuis 10 ans, presque 10 ans, hein, où il n'y a plus de grève, où il n'y a plus rien. Mais cette année seulement, on a eu ces chiffres. Et donc... Nous sommes tous intelligents désormais. Oh, non, pas tous, pas les gens. Mais c'est déjà bien. À plus de 110%, nous sommes... Je vous envoie un candidat à l'examen pour échouer. Non, ça aussi c'est vrai. Non, mais l'examen, c'est pour le candidat moyen. C'est pour le candidat moyen. Mais donnez-nous aussi les chiffres au niveau des classes pour qu'on compare aux chiffres de l'examen. Est-ce que dans les classes, dans les salles de classe, est-ce que les enfants ont travaillé à ces pourcentages-là, au moins à 60% dans les classes, pour que au moins qu'on dise oui, c'est les moyens, tout ça là qui sont passés. De toutes les façons, on l'a dit, et Achille l'a dit, il a dit, bon, les gens ont pensé que c'est peut-être des résultats politiques. On n'en sait rien. Mais c'est facile d'être premier. Hein. C'est le métier. L'année prochaine, on saura si on sera toujours premier. Parce que ça, c'est un niveau que nous avons atteint. Et si c'est vraiment tel que c'est dit, c'est la vitesse de croisière où on est devenu constant, où tout est plus ou moins régularisé au niveau du système éducatif, il n'y a plus de raison pour qu'on chute. On doit aller maintenir le cap pour bien aller de plus. Donc, c'est les années prochaines qu'on saura véritablement que c'est si on a atteint la... On doit quitter de 7 à 8 l'année prochaine. Non, je voudrais à poser une question qui est vraiment pertinente. Est-ce que dans les classes, nous assistons au même mouvement? Vous êtes mieux placé pour le dire. Au taux de passage. Oui, malheureusement, bon, paix à son âme, le ministre Yves Kwaro Tchapi n'a pas été là pour constater donc ce que les résultats donc, de ces examens-là ont été. Sinon, il y a un cahier de charge. Et ça là, c'est même pas lui qui l'a institué, c'est depuis le ministre Capo que désormais, chaque année, il y a un cahier de charge qui est donné au chef d'établissement. Et le cahier de charge cette année-là, c'est d'atteindre 80%. Aussi bien par rapport aux résultats internes que par rapport aux résultats externes. On n'a même pas atteint les 80%. On est à 73 ou 75. Donc, c'est pour dire que si on devrait noter par rapport... Oui, en début d'année, vous devez passer 80% d'élèves à la fin de l'année ou bien... Vous devez travailler à ce que les enfants... Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ah non, il faut bien expliquer ça. Je te remets 10 élèves, d'accord, en tant que autorité en charge donc de l'éducation. Je te remets 10 élèves, je te donne les moyens. Je te dis que tu dois travailler à ce que au moins 8 passent en classe supérieure. Ou que sur les 10, lorsqu'ils vont passer l'examen final, que nous constations que 8 ont pu tirer leur épingle du jeu. C'est aussi un défi, c'est aussi une réforme à saluer. Et en tant que tel, ça permet aux gens donc de se donner à l'ouvrage, d'avoir le cœur à l'ouvrage. En fait, non. Et heureusement que entre-temps, il a mis du bémol donc dans cette mesure-là. Sinon, avec le ministre Capo, quand vous n'atteignez pas le taux, il y a un taux. On décharge le directeur. Donc, on n'assiste plus à ça. Je crois que, en fait, nous devons dire que, aussi bien parents d'élèves que nous sommes, enseignants que nous sommes, que autorités que nous sommes, que normalement, c'est ce que devait être le système éducatif. Normalement. En 1970, le taux de réussite au bac était déjà à 56%. Vous ne vous demandez pas pourquoi, à partir de 1974 jusqu'à 2000, combien là, on est maintenant content d'apprendre que c'est 30%. On est même jusqu'à 8%.
du taux de réussite à un examen national dans ce pays, après avoir englouti des milliards. Je crois qu'on ne doit pas s'amuser avec on ne doit pas s'amuser avec les moyens, mais on doit aussi prendre au sérieux l'éducation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes qui restent. Les enseignants ne sont pas encore au mieux de leur forme, au mieux de leur traitement. Là, c'est un problème véritable. Aujourd'hui, l'enseignant n'est pas celui qui peut se permettre donc de dire, après 15 ans, après 20 ans, qu'il peut s'acheter un véhicule, qu'il peut construire une maison. Alors que c'est le premier modèle de fonctionnaire. A réussi sur 2000 et quelques... Par rapport à quoi? À l'université. Parce que les professeurs d'université viennent pour... Mais les réformes n'ont pas atteint encore le niveau supérieur. Vous voulez dire quoi par là? Non, je veux bien dire. Allez les gars, merci beaucoup. C'est terminé pour ce vendredi. Nous allons clôturer avec la dernière rubrique, le baromètre de la semaine. Achille Osso, qui monte? Qui monte, je voudrais faire monter toutes les institutions qui sont... qui sont impliqués dans l'organisation des élections de 2026 par rapport à cette anticipation que nous avons de leur part. Alors, qui descend? Oui, je me pose la question. Oui, qui descend. Mais naturellement, vous constatez. C'est vous constatez que c'est les démocrates qui... Non, ben bon, voilà. En tout cas, qui nous donne l'occasion donc de voir que effectivement il y a une organisation, effectivement, il y a un parti. Non, merci beaucoup, merci. Mas Gaspard Diamossi, qui descend chez vous? Je vais au Cameroun. Ça va. Le pays qui se surprend de constater qu'il est candidat. Mais pourquoi vous n'avez pas mis ce sujet-là à l'international? On en avait déjà suivi là-bas. Oui, Paul Biya descend et qui monte. Il ne descend pas du pouvoir. C'est vrai que j'ai blagué. C'est vrai que j'ai blagué un peu le système éducatif, mais je crois que tout le système éducatif a du mérite et doit pouvoir, par rapport en tout cas aux résultats que nous avons eus cette année. D'accord, merci beaucoup Pascal Swadiamos et Achille Osso. Merci. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Cette émission. Autant pour moi, voilà. Cette émission a été donc préparée par l'ensemble de la rédaction. David Yémen, Patrice Ayonton, Alphonse Botan, Latifat Kouenou, Fauzia Sefou. Et à vendredi prochain. Au revoir. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.